Tu passes au clavier? Est-ce que je peux du coup te commander de passer? Super. C'est bon? Madame Spielberg Stefan? Vous allez bien? Merci, vous êtes hyper nombreux. Je sais pas si c'est pour moi ou c'est. Non, c'est pour moi, bien sûr. J'ai vu qu'il y a plein de nouvelles têtes. Un rapide sondage. Les nouvelles têtes, vous nous avez connus comment? Le voisin. Très, très, très bon voisin. Tu auras une prime. Étudiant. Ok, super. Eh ben, c'est cool. Ouais. Et toi, t'es un homme. Ok, super. Et puis les autres, je crois que je vous connais à peu près tous. Bienvenue. Bienvenue aux nouvelles et aux nouveaux, et bienvenue aux anciens quand même, hein, parce qu'on vous aime bien aussi. Donc on reçoit Marjorie, qui va nous parler d'un super sujet. Je pense qu'il va parler à beaucoup parmi nous. On rêve tous d'en faire, et on en fait rarement. Mais je laisserai l'expliquer. Je veux bien que tu passes du coup le slide d'après, s'il te plaît, pour découvrir un peu comment on fonctionne. On va filmer et photographier. Alors le film sera toujours vers Marjorie, ne vous inquiétez pas. Pour photographier, par habitude, on prend plutôt des photos du fond. S'il y a des personnes qui ne veulent pas être sur la photo, dites-le nous, vous levez la main, parce qu'après, on peut se permettre de les donner soit à MAM, soit nous de les utiliser dans notre communication. Mais on ne vous prendra jamais de face. Sauf si vous voulez faire une séance photo à la fin, individuelle, on fera un photobooth et tout, mais bon, c'est compliqué. On a une collation à base de pizza et de soft et de bonbons et de sucreries après le talk de Marjorie. Qui veut en profiter? Juste lever la main qu'on puisse compter. Alors, qui n'en veut pas? Ah bah non, je suis obligé de compter quand même. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Arrondi à 30. C'est mon winter body. Je veux bien que tu passes du coup. Donc merci à nos sponsors. Si Marjorie est là et si vous êtes là, c'est grâce à nos 3 sponsors. Donc MAM pour le lieu qui nous prête gracieusement ce lieu depuis maintenant bon nombre d'années. Et Absida Sensi qui nous permet de faire venir des speakers de talent et d'avoir la petite collation d'après. Le calendrier, du coup, le prochain, c'est Noémie Rivière, le 19 mars, qui va nous parler IA, mais pas que, et inclusivité. En fait, elle nous fait le plaisir, elle avait 2 talks qui nous intéressaient, qui étaient plutôt des formats courts, et elle est OK pour nous les présenter tous les deux, et en faisant un petit lien entre les deux, donc je vous conseille de venir, ce sera un super moment. Et puis, French Produit, que je ne connais pas. Eh ben, bienvenue à eux sur un sujet IA au bar de l'univers. Et TCC le 11 mars qui sera au Crafty. Et il y a un truc spécial ou plaisir d'offrir sinon? On fera un quiz avec des trucs à gagner. Un quiz avec des trucs à gagner. Donc allez au TCC. Peut-être mix tech, jeux vidéo. Ah. Il va falloir qu'on vienne pour montrer notre force. Et puis on ne l'a pas mis parce qu'on a fait peut-être les slides un peu tard, mais on a le prochain TEDx qui va être en avril, au moment de Devox, donc on verra à peu près. Et la FUP, je crois qu'ils ont posé une date, mais pas sûr encore du sujet non plus. J'ai cru voir un truc passer. C'est sur Eventbrite aussi maintenant, ça a changé, c'est plus sur Meetup. Donc n'hésitez pas à regarder, on verra. 24 février. Et c'est Simon Jamin qui viendra nous conter la petite histoire vraie d'une fonctionnalité. Voilà, donc la FUP. Donc je pense que c'est toujours au même endroit, la Wild au de Lyon, je pense. C'est film, ok. La Wild Non, c'est film, pas la Wild, oui, c'est film au de Lyon, pardon. Voilà, tu peux. Pour les actus, nous, donc si vous ne nous connaissez pas, donc Fanny et moi-même, Stéphane, on peut nous avoir un peu partout là-dessus. Ce qu'il faut retenir, c'est que si vous avez des idées de talk que vous souhaitez soumettre, n'hésitez pas à nous les soumettre. On sera un plaisir de voir ça avec vous. Vous pouvez nous retrouver sur tadix.fr et sur un peu les réseaux sociaux. Et puis un grand merci à Roxane Chanpao qui nous a fait tout l'habillage visuel de Tadix à l'époque du démarrage de l'assaut. Et mais oui, je ne m'y attendais pas à le voir celui-là. Donc, attrapez-les tous. Donc, non, cette année, on a lancé un petit concours TEDx où on a des petits badges à chaque événement.
L'idée, c'est de les collectionner. Alors, il y a deux façons de les collectionner. Il y a à chaque meet-up TEDx et il y a aussi, on a mis des exemples, le TCC, la FUP, récemment Tourentech. Ou si vous nous croisez, vous pouvez demander aussi des badges et on vous en donnera. Et l'idée, c'est que, je crois que c'est le slide d'après. Voilà, on récupère au maximum plein de badges, dont 5 au minimum aux sessions TEDx. On fera un petit classement et l'idée c'est qu'on vous offrira une place pour le prochain Tourentech en 2026 et puis plein d'autres consolations super rigolo. Vous pouvez aussi venir sans vouloir faire le concours, on vous accueille avec plaisir bien sûr. Voilà, moi j'ai fini. Marjorie, je te laisse la place. C'est parti. Eh ben, bonsoir à toutes et à tous. Je suis vraiment très heureuse d'être présente pour vous parler du software teaming au travers de l'onboarding, mais aussi du travail en remote ou encore de la productivité. Ce que je vous propose, c'est finalement un retour d'expérience en tant que développeuse. La vieillesse, certainement. Ah, c'est important, hein, sinon... Je voulais commencer par dire merci à l'équipe de TEDx. Je redirai à Stéphane tout à l'heure pour leur accueil, pour l'organisation et aussi aux sponsors parce que sans eux, ces événements ne peuvent pas se faire et c'est des chouettes lieux de rencontre. Alors en quelques mots, très vite, je m'appelle Marjorie Aubert, je suis développeuse depuis 3 ans, j'ai fait une reconversion. Je fais également aussi la partie produit de l'équipe, puisqu'on est une petite équipe tech. Et je fais également partie de l'asso Yezo. Je ne sais pas si vous la connaissez, mais sinon je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil. C'est une asso qui promeut les femmes dans la tech. On a des actions de mentorat, on fait aussi de la sensibilisation. Et on propose aussi des petits lunch talks, par exemple jeudi midi, après-demain du coup. Ce sera sur la prise de parole en public. Et j'anime aussi le meet-up Mock ProgFR. Comme vous l'aurez compris, c'est un sujet qui me tient à cœur. Alors l'une des particularités de mon équipe, c'est que depuis sa création, on suit les pratiques d'Extreme Programming. Alors au commencement, Extreme Programming, c'est un livre qui a été écrit par Ken Beck en 1999 et qui a été suivi par une seconde édition, que vous voyez en photo ici, qui a été coécrite avec sa femme, Cynthia Andreas, et publiée en 2004. Et alors là, vous vous dites, waouh, 1999, 2004, on est en 2025 maintenant. Eh ben, c'est pas quand même nouveau. Mais en fait, vous allez voir, je vais vous présenter juste après le contenu. C'est vraiment moderne et ça va vous parler, j'en suis sûre. Avant de passer aux pratiques et aux principes, je voulais faire une toute petite aparté sur les valeurs d'Extreme Programming, parce qu'en fait, elles sont beaucoup moins connues en général, mais pour moi, elles ont tout autant leur importance. On retrouve les idées de communication, de simplicité, de respect, mais également de courage. Et finalement, c'est un petit peu la base pour construire des équipes solides. Il y a aussi le feedback qui est extrêmement central. Et finalement, je pense qu'on va tous s'accorder sur le fait que ça permet de créer des bonnes relations et d'avancer vers le positif. Donc, les fameuses pratiques et principes. Alors, il y en a beaucoup. Je vous en ai mis que quelques-unes parce que je trouvais que c'était celle qui était le plus parlant. Vous retrouvez le fameux Continuous Delivery qui était déjà dans l'édition de 1999, mais également les idées de design incrémental, de user story, de baby step. Et j'aimerais attirer votre attention sur celle-ci, la single code base, donc la base de code unique. Et dans mon équipe, ça se traduit de manière très concrète par un monorepo. Alors je vous ai mis une petite blague que j'avais trouvée sur Twitter à l'époque, maintenant X. Donc je pense qu'elle est très binaire, très manichéenne, on est d'accord. Mais la personne disait finalement, si vous n'êtes pas aussi gros que Microsoft, tout peut se faire en monorepo. Alors je pense que c'est une vision qui est très caricaturale, on est d'accord. Mais en tout cas, c'est le parti pris qu'on a pris dans l'équipe. C'est-à-dire qu'on va avoir un monorepo Git et aucune branche. On va faire du trunk-based développement. Alors là, je vais prendre quelques instants parce que je vous ai dit au début que j'avais fait une reconversion. Donc avant, j'étais dans la santé au travail. J'avais aussi fait des missions de product owner. Mais pour moi, en fait, la façon normale de travailler, c'est comme ça. Les pull requests dans mon quotidien professionnel, c'est quelque chose qui m'est totalement inconnu. J'en fais jamais. Créer des branches, c'est pareil. C'est vraiment quelque chose que, pour moi, c'est la première fois que j'ai dû en faire une. Mes collègues ont beaucoup rigolé parce que j'ai dû leur demander comment il fallait faire. J'avais peur de tout casser, c'était assez maladroit. Alors que finalement, pusher sur
sur la branche principale, c'est quelque chose qui est naturel pour moi. L'autre avantage aussi des monorepos, c'est que finalement, tout est centralisé au même endroit. Donc c'est très facile de naviguer dedans, on a tout, et on peut aussi avoir des packages qui mutualisent certaines fonctionnalités. Pour la livraison en production, on va utiliser des feature flags ou des feature toggles qui vont nous permettre de livrer quand on le souhaite les fonctionnalités aux utilisateurs. Parce que l'idée, si je reviens un tout petit peu avant, c'est de tendre au maximum vers du continuous delivery. Donc on veut fluidifier au maximum cette partie-là pour pouvoir délivrer le plus tôt possible la valeur à nos utilisateurs. Alors, quand j'en ai commencé à en parler autour de moi, il y avait souvent la question qui revenait « Ah oui, vous faites du software teaming tous les jours, mais vraiment, vos dirigeants, ils sont d'accord? Comment vous avez fait pour le mettre en place ?» Parce que nous, on essaye, mais parfois, c'est compliqué de parler de cette pratique-là, de justifier qu'on veut l'expérimenter dans nos équipes. Alors, il y a un rituel qu'on retrouve dans Extreme Programming qui s'appelle le weekly. Donc, c'est un moment qui est important, qui est ritualisé chez nous, et qui, je trouve, a été un excellent moyen, et il est encore aujourd'hui, pour avoir la confiance, finalement, de nos stakeholders, de nos dirigeants. Donc, en quoi ça consiste? Donc, une fois par semaine, on va prendre entre une demi-heure et 1 heure, et on va présenter l'ensemble de nos features qu'on a finalement développées dans la semaine. L'idée, c'est d'une part de pouvoir démontrer ce qu'on a fait, et d'échanger ensuite. C'est-à-dire qu'on va pouvoir dire est-ce que ça correspond vraiment à ce que vous attendez. Donc là, on retrouve la notion de feedback. Et pour nos dirigeants, c'est un chouette moment, parce que ça veut dire que si le business évolue, par exemple, il y a un nouveau produit qui est émergent, il y a finalement une tendance utilisateur, etc., ils vont pouvoir nous transmettre directement les informations business. Et le parti pris, c'est que du coup, nous, on va ajuster les fonctionnalités, les développements de la semaine future avec eux. Donc pour eux, ça va vraiment créer ce climat vertueux de confiance et du coup pouvoir justifier aussi le bon fonctionnement de l'équipe. Donc pour eux, en fait, finalement, ce n'est pas une question qu'on soit ainsi tous les jours parce qu'ils voient vraiment la valeur qu'on peut apporter. Alors ça fait plusieurs minutes que je vous parle et vous vous dites, elle n'a toujours pas parlé de software teaming, on va y venir, on va y venir. Avant, je voulais également parler de la simplicité. Alors Ken Beck, dans son livre, il nous prône l'idée de faire toujours la chose qui va être le plus simple possible. Et lorsqu'on est junior, comme moi, c'est quelque chose qui est compliqué, paradoxalement, faire simple. C'est la raison pour laquelle je voulais vous parler de cette pratique d'Extreme Programming aussi, le Test-Driven Development. Donc encore une fois, pour moi, coder sans des tests, j'ai jamais fait non plus. C'est vraiment comme ça que j'ai appris en tant que professionnel. Et ça a de nombreuses vertus. Premièrement, ça m'a permis de cadrer, de structurer les problèmes. C'était une étape qui était souvent compliquée pour moi. Et de découper un problème qui va être complexe en un ensemble de sous-problèmes qui vont être beaucoup plus faciles à résoudre. Donc le Test-Driven Development, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est finalement le fait de commencer avant toute chose par écrire un test qu'on va caractériser de rouge et qui va représenter le comportement qu'on souhaite implémenter. Ensuite, on va passer à l'étape où on va écrire le code qui, lui, va partir en production. Et ensuite, on va passer à une phase de refactoring lorsque le test est passé vert. Et une fois qu'on a fait ces premières étapes, on va revenir au début et on va recommencer un cycle. Et en fait, l'avantage, c'est que quand on commence par écrire un test rouge, on se rend compte qu'une même idée de départ, on ne va pas tous forcément la voir avec le même angle. Et le fait de se mettre d'accord dès le début sur la direction qu'on va prendre, ça fait gagner beaucoup de temps après. Et puis ça évite un peu les incompréhensions où on se dit ah oui, moi je pensais qu'on partait plutôt dans cette direction, ah mais moi je pensais que c'était l'autre. Et du coup, ça permet de mettre tout le monde d'accord. Alors passons au software teaming. Est-ce que dans la salle, c'est une pratique qui parle à tout le monde? Je vous en prie, levez la main. Ok. Est-ce qu'il y a des personnes où ils se disent pas du tout? Trop bien. Alors, software teaming, vous allez le trouver avec d'autres appellations.
mob programming, ensemble programming, mobim. Donc c'est la même... Ce sont les mêmes, finalement, les mêmes libellés qui vont représenter la même pratique. Donc c'est le fait de coller à plus de 2 personnes, tous ensemble, au même endroit, pour résoudre le même problème. Alors au départ, Woody Zool, qui est un petit peu le papa du mob, on pourrait l'appeler comme ça, c'est la personne qui a contribué à vulgariser cette pratique, parlait de mob programming. Et en fait, il s'est rendu compte que déjà ça avait une connotation plutôt péjorative en anglais, il n'était pas vraiment aligné avec ça. Et deuxièmement, ça ne faisait pas ressortir ce qui était vraiment important pour lui, et c'est la partie teaming qu'on a ici. Parce qu'en fait, l'idée du mob programming, c'est pas de se cantonner au métier des développeurs. C'est-à-dire que si le ou la bonne personne pour résoudre le problème, c'est votre product manager, mais ça peut être aussi, j'aime bien prendre cet exemple parce que ça nous est arrivé dans l'équipe Saïd de la compta, et ben c'est Saïd de la compta. Autant mobber avec lui. Donc il faut vraiment finalement casser les frontières de nos métiers et voir finalement le mob programming comme la résolution d'un problème avec un ensemble de personnes et de compétences, de connaissances, et pas raisonner finalement en termes de métier. Alors bien évidemment, la plupart du temps, on est entre développeurs et développeuses, c'est certain. Mais on peut voir plus large. C'est ce que je voulais partager avec vous. Donc revenons à ce que je vous disais. Donc quand on a 2 personnes, on va parler de pairs. Quand on est à plus de 2, on va parler du coup de software teaming. Et on va être tous ensemble derrière un même écran. Donc l'idée, c'est qu'on va avoir différents rôles. Il va y avoir une personne qui va jouer le rôle de driver, donc de pilote. Donc c'est celui qui va être très concrètement derrière son écran et qui va juste taper ce qu'on lui dit, ce qu'on lui transmet. Et les personnes autour de lui, ou autour d'elle, vont être là pour raisonner, pour interagir, questionner, challenger et lui proposer une solution à implémenter. Et donc le principe qui est vraiment au cœur du software teaming, c'est que pour qu'une idée arrive dans l'IDE, arrive dans le code, il faut qu'elle soit au moins passée d'un cerveau à un autre. Ça, c'est le principe fondamental. Tout simplement parce que si ce n'est pas le cas, ça veut dire que celui qui est derrière le clavier ou celle qui est derrière le clavier, bon, lui, sa vie tranquille, mais pour les autres, c'est super frustrant. Mais aussi parce qu'on perd tout le bénéfice de l'intelligence collective. Et c'est ce qu'on va chercher lorsqu'on fait du software teaming. Et là, je vais peut-être vous surprendre, mais quand on est ensemble, il faut partir du principe que la communication, généralement, elle échoue. Tout simplement parce que, en fait, quand on réfléchit, quand on raisonne avec un état de connaissance, un état de fatigue, un état d'énergie. Et en fait, on va avoir notre raisonnement qui chemine, et entre notre raisonnement et la façon dont on va le verbaliser, déjà, il va y avoir un écart. Et la personne qui est en face, là où les personnes, elle va être dans le même état que nous. Bah, ça se trouve, elle se dit, tiens, ça me l'a dit 50 minutes, les pizzas arrivent. Et du coup, elle ne va pas forcément suivre comme nous le raisonnement au même moment. Et du coup, elle va intégrer de manière différente. Elle va prendre peut-être qu'une partie parce qu'il y a un concept qu'elle n'a pas compris. Ou au contraire, elle se dit, attends, moi je suis déjà beaucoup plus loin, pourquoi elle en est là? Donc c'est vraiment important de partir de ce principe-là. Et vous allez le voir, ça va être un petit peu redondant pendant toute ma présentation. L'idée, c'est de simplifier au maximum ce qui peut l'être et d'amplifier les comportements qui vont être vertueux ou les actions. C'est-à-dire qu'on va pouvoir simplifier les interactions avec des rôles, avec pas mal de pratiques, avec aussi des codes communs qu'on va pouvoir construire ensemble, mais on va amplifier, par exemple, le fait de reformuler, de faire attention à la personne, dire « Attends, là, je crois que je ne t'ai pas suivi, je pense à autre chose ». Et de ne pas avoir finalement cette crainte-là. Le fait de mômer ensemble, et de faire du software teaming, c'est également un moment où on va s'enrichir les uns des autres et on va transmettre des connaissances. Alors quand j'ai rejoint l'équipe, il y avait des choses qu'on martelait au début, par exemple pomme D, pomme D, pomme D, pomme D. Donc ça permet de sélectionner
successivement des patterns. Et en fait, c'est par la répétition, finalement, j'ai pu l'intégrer. Et ça m'a du coup libéré de l'espace mental par la suite pour me consacrer à ce qui est vraiment important dans nos métiers, c'est-à-dire le raisonnement de résolution, etc. Mais l'autre avantage du software teaming, c'est que vous pouvez vous dire, les décisions, nous, on a de la documentation, on a des ADR, on sait grosso modo où les trouver. Mais ce que vous avez comme bénéfice si vous vous mettez au software teaming, c'est que vous allez avoir une connaissance partagée de tous les chemins, les raisonnements, les questionnements, les interrogations qui vous ont mené à cette décision. Et ça, en fait, c'est vraiment très riche parce qu'au-delà de la décision qui a été prise, on est capable de se dire « Ah oui, c'est vrai, attends, ça c'est une option, on l'avait creusée, mais à ce moment-là, la techno n'était pas finalement si avancée que ça, on avait vu que dans ce cas, etc., c'était pas forcément adapté. » Et donc là, vous allez avoir cette connaissance partagée aussi à ce niveau-là. Alors, j'aime bien cette citation de Ken Beck, qui dit que parfois, finalement, la solitude, ça commence à être ce qui fait qu'on se désengage d'un métier. Et avec le software teaming, c'est aussi une réponse à ce sentiment qu'on peut tous avoir. Alors, vous vous dites peut-être que vous êtes en télétravail, donc ce n'est pas forcément adapté, ou au contraire que vous pouvez être chez des clients, vous êtes plutôt nomade, mais dans l'équipe, on a une personne qui est en télétravail toute l'année. Bien sûr, je ne l'avise pas. Et pour autant, ça se passe très bien. Ce n'est pas un frein, il faut juste en avoir conscience et mettre en face finalement des solutions adaptées. Alors le premier outil qu'on utilise dans l'équipe, ça s'appelle Gather. Donc ça permet de recréer virtuellement notre espace de travail. Donc ici, vous pouvez tous nous voir. On a chacun et chacune un petit personnage qu'on va pouvoir déplacer. Et en fait, on va pouvoir venir mimer les interactions qu'on pouvait avoir dans la vie réelle. C'est-à-dire que si je me déplace et que je rencontre un autre personnage, ma caméra va s'allumer et du coup, on va pouvoir interagir. Et ça crée un petit environnement un petit peu gamifié, donc ça rajoute quand même un petit côté plus fun que juste quand on envoie un lien Google Meet ou Zoom ou peu importe. On a également tout le temps nos caméras allumées lorsqu'on code. On utilise VS Code avec l'extension LiveShare pour pouvoir coder tous ensemble. Et alors là, j'aime pas du tout cette photo de moi, mais je trouve qu'au moins elle a le mérite d'être parlante. C'est que ça nous permet d'avoir accès à toute la communication non verbale. Et ça, c'est super important quand on travaille ensemble. C'est-à-dire que là, vous vous doutez bien, il va y avoir un gros silence de ma part. Mais en fait, mes collègues savaient que j'étais très probablement en train de me brûler quelques neurones pour réfléchir et avancer dans mon raisonnement. Donc finalement, pour eux, ce n'est pas un problème. Et en réponse, ils vont pouvoir adapter leur comportement, me laisser le temps de réfléchir, par exemple. Ou au contraire, me dire « Attends, est-ce que tu veux... où est-ce que tu en es? Est-ce que tu veux qu'on en parle? Est-ce qu'on peut avancer ensemble ?» Donc c'est super important, c'est tout simple, c'est vraiment très pragmatique, mais ça permet de le faire dans de bonnes conditions. Le fait aussi de pouvoir être tous sur les mêmes fichiers, c'est super important, parce que ça permet du coup de pouvoir naviguer et de parler des mêmes choses. Alors je vous ai parlé de rôle, bien évidemment, on n'est pas toujours en tant que driver ou autour. On va pouvoir changer. Donc, c'est-à-dire qu'à intervalles réguliers, on va dire « Tiens, je te donne le clavier, tiens, on passe au suivant, tiens, ça me revient, etc. » Et il y a plein de petits outils. Je vous propose celui-ci qui a été développé par Adrien. Il s'appelle MobTime. Et en fait, l'avantage, c'est que vous pouvez gérer vos temps, vos cycles. Et à la fin, quand on doit changer, il y a toujours une petite musique un peu fun. Parce que ça, c'est peut-être ce qui est le plus important de toute la présentation. Le software teaming, c'est une invitation. C'est-à-dire qu'on n'impose pas aux gens de travailler comme ça. C'est vraiment une invitation. Et pour que ça donne envie de continuer, il faut que ce soit fun. Il faut qu'on passe du bon temps ensemble. Parce qu'on est humain. Et si on est frustré et qu'on s'est dit « Mon Dieu, l'après-midi, elle a été interminable », c'est sûr que le lendemain, on va se dire «
Je préfère coder tranquille tout seul ou en pair, mais pas en software teaming. Donc ça, c'est super important de veiller à cet environnement, de se dire on prend du plaisir à coder ensemble, on rigole quand on peut, en tout cas, on est dans une bonne dynamique. L'autre point qui est très important, c'est les pauses. Parce que le fait qu'on se challenge sans cesse, qu'on dit « Ah mais attends, moi je l'aurais peut-être testé comme ceci ou comme cela, je ne suis pas d'accord avec toi pour telle et telle raison », en fait, c'est assez énergivore. On ne s'en rend pas forcément compte, mais c'est quand même fatigant. Et donc, c'est super important de faire des pauses très régulièrement. Alors là, chacun et chacune, on est tous différents, mais en général, dans l'équipe, on se dit qu'au maximum, au bout d'1 heure, on prend une pause. Alors, parfois, on peut se dire « ça fait 1 heure, je suis encore plein d'énergie ». Non, vraiment, il faut prendre une pause, il faut prendre le temps, parce que ces 5 minutes qu'on va prendre à ce moment-là, ça va permettre à l'heure suivante qu'on la vive vraiment bien. Et du coup, c'est vraiment important de prendre ces temps-là. Et puis, pour les gourmands, c'est aussi l'occasion de prendre un goûter, par exemple. Alors, quand j'ai rejoint l'équipe, j'étais assez un petit peu hésitante de devoir coder devant mes pairs, qui étaient tous très expérimentés par rapport à moi. J'avais pas appris le langage TypeScript avant d'arriver, donc tout était nouveau et à découvrir. Et le simple fait de faire un map, j'étais terrorisée. Tout simplement parce que je pense que toutes et tous, on a ce bon vieux syndrome de l'imposteur qui est présent. Et c'est la raison pour laquelle je voulais vous parler de la sécurité psychologique. Alors, c'est un concept qui a été décrit et vulgarisé par le docteur Emil Monson dans les années 1990. Et ça consiste en la croyance qu'on a d'exprimer librement, mais vraiment librement, nos idées, nos questions, mais également nos erreurs, sans avoir la crainte d'être humilié ou puni pour le fait de s'être exprimé. Et ça, c'est quelque chose de vraiment libérateur dans les équipes. Alors, il y a de nombreuses études qui ont montré que la sécurité psychologique, ça faisait partie des 5 piliers qui déterminaient la performance d'une équipe. La plus célèbre, c'est celle de Google, qui a été menée en 2012, ça s'appelait le projet Aristote, qui l'a démontré. Il y a Astro Taylor, qui est le CEO de Google X, donc c'est la branche expérimentale de Google, va même un cran plus loin. Pour lui, la sécurité psychologique, c'est le seul moyen pour que les personnes s'engagent dans des projets qui sont importants, conséquents et à risque. Tout simplement parce que si c'est un projet avec des enjeux, et que vous vous dites je ne suis pas sûre de vouloir exprimer vraiment ce que je pense, et bien vous allez avoir de la résistance dans le process. Et vous allez avoir aussi, par exemple, des erreurs qui ne vont pas être communiquées, et du coup qui vont faire pâtir le projet. En fait, l'absence de sécurité psychologique, ça va nuire à la créativité des individus, des équipes, et ça va aussi entraver l'apprentissage qu'on a tous et toutes. Or, comme je vous parlais au début, un des gros bénéfices du software teaming, c'est de justement apprendre en continu les uns des autres. Et en fait, quand j'ai rejoint mon équipe, ma peur, en tout cas, elle a été tout de suite balancée par finalement cette sécurité psychologique, parce que mes questions, j'en posais 10 000 à l'arrivée, j'en pose 9 999 aujourd'hui, je pense. Mais en tout cas, elles ont toujours été accueillies avec bienveillance. Je me suis trompée plein de fois, ça n'a jamais posé problème. Et du coup, finalement, ça a permis de créer ce climat-là. Alors qu'on ne se prenne pas. La sécurité psychologique, ce n'est pas pour autant un monde de bisounours où tout le monde est gentil, tout le monde est content, on est tout le temps heureux d'être ensemble. Non, pas du tout. C'est justement vraiment d'avoir à cœur de dire les choses. Bien sûr, il faut mettre les formes. Bien sûr, il faut entendre que la personne est fatiguée en face, etc., qu'on est tous et toutes différents. Mais en tout cas, c'est de se dire si je me sens frustrée, si je me sens fatiguée, si je ne suis pas d'accord, si je me suis trompée, si je réalise que finalement j'aurais pu faire les choses différemment, et je me sens libre de le faire. Et que ce ne soit même pas une question de se dire est-ce que je l'exprime ou pas, que ce soit finalement juste un fait. Alors, après quelques mois,
Et une petite année, je me disais, waouh, super, je code toujours avec des gens qui sont hyper expérimentés. Mais je commençais à me poser des questions. Je me disais, mais finalement, je suis jamais seule. Est-ce que je vais y arriver si ça m'arrive un jour? Est-ce que je vais être capable de reproduire cela, de me dire, tiens, est-ce que je vais avoir les mêmes réflexes? Est-ce que je ne vais pas écrire des énormités? Et donc, comme je vous parlais de sécurité psychologique, c'est un sentiment que j'ai partagé. Et du coup, on m'a proposé de mettre en place du pairing entre juniors. C'est-à-dire qu'avec mon collègue, qui était quelques années plus expérimenté que moi, mais on restait quand même des profils juniors, on a commencé à coder ensemble. Et pourquoi je vous en parle? C'est parce que pour moi, ça a été vraiment génial. Ça m'a permis de me rendre compte que finalement, même lorsque j'étais donc pas avec mes pairs très expérimentés, j'y arrivais quand même. Alors je ne vais pas vous mentir, on était beaucoup plus lents, ça c'est certain. Mais pour l'anecdote, ça nous est arrivé une fois, on prend un ticket, on commence à travailler ensemble, etc. Et puis on le finit et on se dit, oula, on a dû se tromper, on allait un peu trop vite. Donc on a recommencé et en fait non, on était dans les bons clous dès le début. Mais finalement, tout ce processus, ça nous a permis de vraiment gagner en confiance. Et du coup, lorsqu'on mobait avec nos collègues plus expérimentés, de se sentir plus à l'aise finalement, parce qu'on était plus sûr de nous, plus sûr de nos réflexes et de nos connaissances. Donc si vous avez des juniors dans vos équipes, c'est une super pratique à mettre en place. Alors quelque chose qui revient très souvent, c'est également la question de productivité. Ça, je l'entends systématiquement. Waouh, vous êtes 3 derrière le même écran, vous êtes sûr que vous arrivez à délivrer ce que vous souhaitez, etc. Donc c'est vraiment une question centrale et c'est une question qui est importante. On ne va pas se mentir parce qu'on est dans des entreprises qui ont quand même une vocation à être viables et donc ça rentre clairement dans cette sphère de questionnement. Donc, petite question. Qui parmi vous attendrait du Shenbol qu'il court la même vitesse, un 100 mètres et un 10 000 mètres? S'il vous plaît, levez la main. Et bien là, en fait, c'est un petit peu pareil. En fait, quand on est en software teaming, on va peut-être aller un petit peu moins vite que si on était tout seul, très expérimenté sur sa stack, sa partie de code où on est vraiment à l'aise. Mais finalement, on va être très bon dans la durée, pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'on va monter tous et toutes en compétences progressivement, donc on va s'enrichir les uns des autres, comme je vous disais auparavant. Mais également parce que sur la journée, au moment où je vais être plus fatiguée, je vois un collègue qui très probablement va avoir un niveau d'énergie plus élevé que moi. Donc finalement, on va pouvoir, comme ça, naviguer ensemble avec un niveau d'énergie et en tout cas de vélocité qui va être constant. Et ça, c'est super intéressant dans une équipe parce que du coup, on n'aura pas ce côté petit coup de mou. Et encore une fois, je vais revenir à cette notion de simplification et d'amplification. Et j'ai dû louper une étape. Oui, non, c'est bon. C'est bon. Alors, je voulais vous demander aussi, j'en ai un petit peu parlé, mais je voulais revenir dessus parce que c'est important, je pense. D'après vous, qu'est-ce que vous n'aurez plus à faire si vous êtes en software teaming avec du Scrum-based développement dans vos équipes? Donc, je vous ai mis plusieurs réponses. La première, c'est les code reviews. La deuxième, c'est les pull requests. Et la troisième, c'est finalement ce qu'on appelle le bus factor. Vous savez, typiquement, c'est tiens, Martial, il est parti en vacances, donc on va attendre son retour, puisque pour nous, ça va être très compliqué de pouvoir intervenir. Donc, qui pense que la réponse 1 est la réponse juste? La réponse 2? La réponse 3? Les 3? Bon, c'était facile. Effectivement, c'est les 3. Donc, comme je vous le disais, il n'y a plus de code review. Donc là, on va gagner beaucoup de temps. On n'a plus de pull request. Et là, ça a aussi la vertu d'éviter les contest switching. Parce que je posais beaucoup de questions pour les personnes qui font des pull requests. Et elles me disaient, finalement, si je reprends ma pull request d'il y a 3 jours, le temps que je me remette dedans, je me dise, ah oui, c'est pour ça qu'il m'a fait ce commentaire-là, que je réponde, qu'il me réponde, etc.
finalement, il y avait beaucoup de context switching et il y avait aussi cette inertie de devoir se replonger dans un code qu'on a écrit il y a quelques temps et qu'on n'a plus vraiment en tête. Donc ça, en mob programming, on l'a plus du tout. Parce que la code review, on l'a fait tous ensemble. Les pull requests, vu qu'on va toujours pusher sur la même branche, il n'y en a pas non plus. Et une autre vertu, c'est aussi qu'on ne va plus être capable de discerner qui a écrit certaines parties du code. En fait, petit à petit, comme on va intégrer les habitudes des uns et des autres, qu'on va se mettre d'accord sur les règles aussi de refactoring, de comment je nomme telle et telle fonction, comment j'injecte mes dépendances, etc., etc. Finalement, on ne va plus être capable de discerner, tiens, ça c'est le code de Marjorie, ça c'est le code de Bastien, ça c'est le code de Jordan. En fait, c'est juste du code. Donc ça, c'est aussi super intéressant. Et le dernier point, c'est évidemment, vu qu'on est toutes et tous on a tous et tous une connaissance de notre base de code, on y passe tous plus ou moins à intervalles réguliers, c'est pas un problème de pouvoir intervenir, on sait toujours se débrouiller. Donc ça, c'est vraiment 3 gros bénéfices. Et si vous voulez aller un petit peu plus loin, je vous recommande cette vidéo, donc c'est Newcraft, si je me trompe, oui c'est ça. C'est Dragan Stepanovic qui faisait cette conférence où en gros il a mené dans son équipe une étude pour voir un petit peu l'impact de ces fameuses pull requests en fonction de leur taille, mais également de leur coût, et aussi sur le temps qu'elles vont être mises pour être mergées. Donc ça, je ne veux pas vous spoiler, mais je vais vous spoiler un petit peu quand même. En fait, sa conclusion, c'est que finalement, le meilleur moyen pour avoir les coûts les plus petits, c'est forcément d'être au moins en pair. Dans son cas, il est allé que sur du pair. Alors, je ne sais pas si quelqu'un ou quelqu'une a vu mon post LinkedIn quand j'ai dit que je venais à TEDx, mais j'avais mis une petite phrase si vous êtes curieux de connaître le lien entre les fourmis et le software teaming, venez mardi voir pour le meet-up TEDx. Alors, de formation, je suis agronome et je garde toujours une grande passion pour la biologie. Et en fait, les fourmis, avec les termites, avec beaucoup d'autres insectes, sont finalement les animaux, les insectes qui servent souvent de modèle quand on étudie la division du travail. Et en fait, il y a 3 modèles principaux de division du travail qui ont été finalement distingués dans la littérature scientifique. Le premier, c'est le plan prédéfini. Donc c'est typiquement, on a une mission, on sait qu'on va avoir des tâches, on se met autour de la table, on se dit « Ok, donc tu vas faire ceci, je vais faire cela, au bout de 10 minutes, on va changer. » On va établir un plan. Et lorsqu'on va arriver au moment où on va devoir mettre en place les choses, on va l'exécuter comme c'était défini. Finalement, on ne change pas grand-chose. Le deuxième, c'est le pilote. Donc, c'est-à-dire que là, il va y avoir une personne ou 2 qui va être référente et qui va se charger d'organiser finalement la division du travail, mais du coup la répartition des tâches. C'est-à-dire que son rôle, ça va être d'observer et de dire « Ouh là là, il commence à y avoir une urgence, je déplace une personne, je la mets ici, ah c'est bon, ça se résorbe, elle peut revenir ici ». Et ça va être vraiment son rôle. Donc ça, c'est typiquement ce qu'on retrouve dans toutes les entreprises classiques, on va dire, de chez nous. Donc c'est là, on va avoir un ou une manager ou une personne qui va avoir ce rôle-là. Et le plan prédéfini, ça va être typiquement quand on s'est mis d'accord sur le déroulé d'un projet. Et il existe un 3e modèle qui est un petit peu moins courant, c'est celui qu'on appelle l'autogestion. Donc dans l'autogestion, c'est typiquement ce qu'on va faire en software teaming. C'est-à-dire que là, personne ne va avoir le rôle de répartir les individus pour des tâches, mais on va tous et tous être en alerte, à l'écoute, pour pouvoir s'adapter en fonction des urgences et en fonction des tâches qu'on va devoir réaliser. Donc dans l'équipe, typiquement, on n'a pas de hiérarchie quand on est ensemble. C'est-à-dire que quand on doit prendre des décisions, ma voix n'a pas plus de poids que la voix de tous mes collègues. On est tous au même niveau. Même mon CTO n'a pas plus de poids que moi. Et en fait, ça va avoir du coup l'intérêt qu'on va décider collectivement de nos choix. Et on va aussi être en capacité de se dire,
tiens, là, je pense qu'on va avoir un problème d'ici quelques temps, mettons-nous sur cette tâche. Ou de se dire, tiens, là, on peut le laisser de côté, etc. Donc, on va avoir moins le biais de spécialisation qu'on a dans ces modèles-là, puisque typiquement, dans ceux-ci, au bout d'un moment, si les personnes sont toujours mises sur un certain type de tâches, elles vont se spécialiser. Là, ce sera beaucoup moins vrai dans le cas de l'autogestion, même si on peut décider collectivement de se spécialiser plutôt en back, plutôt en front, ça, c'est pas un problème. Mais en général, en tout cas dans mon équipe, c'est le choix qu'on a fait d'être toutes et tous autonomes sur l'ensemble de la stack. Et parmi les configurations, du coup, pour s'adapter aux différentes urgences, il y en a une que je voulais vous présenter, c'est la configuration qu'on appelle Batman. Alors Batman, je pense qu'on connaît toutes et tous le super-héros, mais c'est aussi le surnom qui avait été donné dans l'armée britannique pour la personne qui était chargée de l'intendance. Alors concrètement, comment ça va se passer? Donc on est tous ensemble, on code, on est sur une tâche, et il y a une personne qui va arriver en disant « Oh là là, j'ai un problème, ça ne marche pas ». Ok, que faisons-nous? Eh bien, une personne va endosser le rôle de Batman, va prendre sa cape, va se détacher du groupe de mobs, et va pouvoir du coup discuter avec cette personne pour comprendre son problème, son degré d'urgence. Est-ce que c'est vraiment si urgent à la minute ou est-ce que ça peut attendre? Est-ce que finalement on a une bonne connaissance du problème? Parce que parfois entre ce qu'on nous ramène et le vrai problème de fond, il y a un petit delta. Il faut un petit peu de temps aussi pour pouvoir le creuser. Si c'est le cas, c'est pas un souci, on va planifier un temps ultérieurement avec cette personne et on y reviendra après. Mais du coup, pour la personne qui va jouer le rôle de Batman, elle va pouvoir traiter tranquillement du coup sa problématique. Et lorsqu'elle va réintégrer le groupe de mobs, ça va être très facile pour elle, puisqu'elle aura juste à demander je vous ai laissé à ce test où on était en train d'être sur cette partie-là, est-ce que vous pouvez me dire où on en est maintenant? Donc ça va être facile pour elle, mais ça va être aussi facile pour le groupe de mobs, parce que lui, pendant ce temps-là, il aura continué son raisonnement. Il n'y aura jamais eu d'interruption finalement. Il n'y aura jamais eu de moment où on aura dû être coupé, on n'aura pas eu ce contexte switching de revenir, etc. Donc ça va permettre d'avoir une continuité sur la tâche. Alors on utilise beaucoup d'autres configurations. Je ne voulais pas toutes vous les présenter ce soir, mais on a fait un petit talk avec mon CTO justement pour les présenter un peu plus en détail en fonction de nos différents cas de figure, quand on définit un modèle métier, quand on est plutôt dans une configuration d'apprenant, etc. Et du coup, je vous invite, si vous êtes curieux, à aller la voir. Ou sinon, on pourra en parler après avec les questions, c'est pas un souci. On a aussi fait ce talk parce qu'on voulait vraiment montrer qu'on pouvait être un CTO et une junior reconvertie, coder ensemble, et en fait que ça se passe bien et qu'on soit content de le faire au quotidien. Je vous ai également mis d'autres ressources. Si la question de la division du travail vous intéresse, il y a une super vidéo qui a été faite par Fulloscopy. Donc c'est une chaîne YouTube où il vous explique un petit peu plus loin en fonction des différentes espèces, puisque chez les fourmis, en fonction de l'espèce, vous allez avoir les 3 modèles de division du travail qui vont être représentés. Vous avez par exemple une fourmi qui a une forme qui permet de boucher la porte, enfin, c'est assez marrant. Et ensuite, il présente les analogies avec les humains. Je vous ai également mis d'autres références scientifiques pour la partie sur les termites, sur une étude sur les humains. Ça, c'est le premier article qui parlait justement de la division du travail. Et je vous ai également mis les 2 livres d'Amy Edmondson, donc Teaming to Innovate and the Fearless Organization. Parce que pour moi, derrière ces modèles de division du travail, on retrouve toujours les questions de communication, on retrouve toujours les questions finalement de sécurité psychologique, parce que si on n'a pas ça, peu importe le modèle, et ben finalement les fondamentaux ne sont pas là, donc on a du mal à communiquer. Et encore une fois, je vais revenir à cette notion de simplification et d'amplification. Tout simplement parce que pour que ça fonctionne, quand on est en software teaming, comme on va se concentrer que sur une tâche, tous ensemble, eh ben, il va falloir qu'on simplifie. C'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir se disperser sur plusieurs tâches en parallèle. Et du coup, on va devoir amplifier
ce phénomène de priorisation. C'est-à-dire que là où on se disait, bon, on peut peut-être en prendre 2 ou 3, bah, va falloir se forcer à en prendre qu'un. Et du coup, lequel on choisit? Et c'est là que ça devient intéressant. Parce que ça lève aussi d'autres questions. Pourquoi on prendrait plutôt ce ticket plutôt qu'un autre? Pourquoi on prendrait plutôt cet axe de développement plutôt qu'un autre? Donc c'est aussi intéressant parce que ça permet de se questionner sur la valeur de ce qu'on va développer et sur les choix qu'on peut faire. Donc ça permet aussi de vraiment réfléchir à ce qu'on souhaite apporter à nos utilisateurs et nos utilisatrices. Alors là, vous vous dites peut-être, c'est super, mais moi si j'en parle lundi ou demain à mon chef, je suis pas sûre que ça lui parle trop quand je lui dise les fourmis, nanana, la division du travail. Bon, je suis pas sûre d'arriver à le convaincre avec ça. On est d'accord. C'est pour ça que notre CTO a mis en place une version un petit peu modifiée des indicateurs Accelerate. Donc pour celles et ceux qui ne connaissent pas, Accelerate, c'est un livre ici qui a permis de démontrer scientifiquement ce qu'on connaissait empiriquement. C'est-à-dire qu'on avait l'intuition que si on suivait le taux de déploiement en production, on aurait quand même une bonne idée de la valeur livrée. Mais ça n'avait jamais été démontré scientifiquement avant ce livre où ces 3 personnes, avec des études scientifiques, l'ont démontré. Donc nous, on utilise des indicateurs simplifiés qui sont plus adaptés à notre quotidien. Mais par exemple, on va suivre le nombre de déploiements qu'on va faire par mois. Et parmi cette proportion, le nombre de déploiements qui correspondent à des fixes, c'est-à-dire qui ont conduit à une réparation en production d'un bug qu'on a détecté. Donc ça permet d'avoir du coup une idée de combien de fois on va livrer en production. Par exemple, pour vous donner un ordre d'idée, nous on va déployer à peu près une fois tous les 1 jour à 2 jours maximum. Et il y a des jours où on va monter à plusieurs fois par jour. Donc c'est un bon indicateur aussi de la réactivité d'une équipe à corriger un bug, à finalement livrer la valeur en continu. Parce qu'une autre vertu de prioriser, d'être concentré sur une tâche, c'est que finalement on va réduire au maximum le lead time, c'est-à-dire le moment où on a décidé de partir sur une idée et le moment où le ou la cliente va l'avoir vraiment concrètement entre ses mains. Donc c'est un temps qui va diminuer et ça c'est un excellent argument côté business en général. Ça, celui-là, il plaît plutôt pas mal. Malgré tout, est-ce que c'est si merveilleux que ça? Parce que là je vous dis plein d'avantages, c'est fun, on apprend ensemble. En termes de productivité, ça a des bénéfices. Alors, rien n'est blanc ou noir. C'est toujours un spectre. C'est toujours un continuum entre 2 valeurs. Et le software SIMI, il ne fait pas exception. C'est-à-dire que c'est un équilibre qui est fragile. Parce que ça repose sur des individus, finalement. C'est-à-dire que, comme je vous le disais, c'est une invitation. Ce n'est pas une obligation de coder ensemble. Donc déjà, il faut avoir envie de le faire. Donc il faut avoir les conditions pour vraiment continuer à avoir envie de coder ensemble. C'est aussi dépendant de son environnement autour. C'est-à-dire que si un ou une dirigeante nous dit « bon, là c'est fini, on arrête », bon bah, vous n'avez pas trop le choix, ça c'est sûr. Donc ça reste un équilibre qui est fragile. Et le gros inconvénient aussi, c'est que je vous en parlais au début, avec la notion de weekly, on va être dans la démonstration de ce qu'on a produit dans la semaine. Il y a un des gros risques qui est de tomber dans la feature factory, c'est-à-dire qu'on va enchaîner les features, les fonctionnalités, comme ça on va avoir des démos à fond le vendredi, on va pouvoir montrer plein de choses, ça va être super, mais finalement est-ce que c'est vraiment si intéressant que ça? Parce qu'à chaque fois qu'on produit du code, il faut quand même avoir en tête qu'il y a des coûts de production, mais il y a aussi des coûts de maintenance. C'est-à-dire qu'il faut se dire, est-ce que ce code il est vraiment utile? Est-ce qu'il apporte vraiment de la valeur à mes clients? Est-ce que ça vaut vraiment le coup que je le maintienne dans ma code base? Parce que finalement, si je l'enlève, c'est pas si grave que ça. Donc c'est vraiment un travers auquel il faut faire attention. C'est de ne pas tomber dans ce biais de feature factory. Et là, je vous recommande ce livre, Escaping the Build Trap. Donc c'est plutôt orienté produit. Mais justement, il parle un peu de ces biais-là, sur comment éviter de tomber dans ces travers où on va vouloir
et produire toujours plus de features et pas forcément faire ce petit pas de côté qui permet de prendre la hauteur et de peut-être consacrer du temps à réduire notre dette, à refactorer, à faire des montées de version, etc., qui sont des tâches finalement tout aussi importantes dans notre quotidien. Alors, vous vous lancez quand? J'espère que je vous ai en tout cas donné envie, mais je vous recommande chaudement du coup la lecture du livre de Ken Beck, Extreme Programming Explained, Embrace the Change, mais également ce livre Code with the Wisdom of the Crowd. Donc là, c'est vraiment un livre qui est trop chouette, sans faire de jeu de mots, parce que vous allez retrouver plein de trucs et astuces, notamment comment débugger à plusieurs, comment ça se passe quand je veux faire évoluer un design, etc. Donc il est vraiment très riche, il y a plein de conseils. Vous retrouvez aussi dedans l'anecdote de Batman dont je vous parlais juste avant. Parce que quand on s'est questionné sur les types de configuration, c'est vraiment un livre qui nous a donné beaucoup de matière pour tester, expérimenter. Alors, qui parmi vous s'est trouvé confronté un jour à un petit problème épineux où on se dit « Tiens, ça fait 2-3 jours que je suis dessus, je ne vois pas comment m'en sortir. » S'il vous plaît, levez la main. Ouais, je crois que ça nous est arrivé à beaucoup. Alors ça, c'est finalement une formidable occasion aussi, si vous voulez expérimenter le software teaming, de vous dire « Tiens, là, je tourne un petit peu en rond, si je demandais à quelqu'un de le voir avec moi. » Donc vous pouvez le faire en paire, si ça vous convient mieux, ou à 3. Et souvent, c'est vraiment un bon catalyseur parce qu'on est content de l'avoir réussi ensemble. Et en plus, on se rend bien compte que le fait d'avoir été à plusieurs nous a fait vraiment gagner du temps. Je vous recommande aussi de faire des katas si vous voulez. C'est une bonne façon de commencer à le mettre en place dans vos équipes. Donc ça peut être sur des moments d'apprentissage en commun, sur vos pauses déjeuner, peu importe. Mais finalement, c'est assez ludique. Il n'y a pas d'enjeu de production derrière. Donc ça vous permet de l'expérimenter et de voir si ça vous plaît. Il y a également des meet-up qui existent comme MobProg.fr où vous pouvez rejoindre des sessions si vous ne pouvez pas le faire dans votre cadre de travail classique. Et un point qui est important, c'est toujours de garder à l'esprit qu'à tout moment, il faut vous sentir libre de dire bon là ça me convient plus, je suis un petit peu frustré, et finalement de sortir du groupe de mob ou de software teaming. Parce que encore une fois, je vais me répéter, mais l'idée c'est vraiment que pour que ça se passe bien et pour qu'on profite des bénéfices de l'intelligence collective, il faut qu'on ait envie d'être là. Et du coup il y a un rituel, les rétros, qui sont aussi super intéressants à mettre en place. Alors ça peut être soit des rétros toutes les 2 semaines ou toutes les semaines, mais ça peut être aussi des micro-rétros quand vous codez à plusieurs. Vous vous dites, bon là ça fait 2 heures qu'on code ensemble, qu'est-ce qui convient bien, qu'est-ce qui convient moins bien, et du coup ça vous permet comme ça de naviguer, de vous réajuster au fur et à mesure, et du coup de vous donner envie de continuer. Je voulais faire une petite dédicace parce que l'un de mes collègues est ce soir dans la salle et en fait je trouve que ils ont eu une patience assez exceptionnelle. On parle souvent des femmes dans la tech qui ont du mal à trouver leur place. Moi j'ai pas connu ça, j'ai eu la chance vraiment exceptionnelle d'être avec des gens qui m'ont entourée, qui m'ont fait progresser au travers du software teaming, donc je voulais lui dire merci. Et en conclusion, je voulais rappeler que chaque équipe est unique. Tout simplement parce que il faut garder à l'esprit que tout ce que je vous ai partagé ce soir, ça n'a de réalité que dans mon quotidien. Ça n'a de réalité que dans mon équipe. C'est-à-dire que si vous prenez ces pratiques mais que ça ne vous convient pas, c'est pas grave. Hein. Et on les enlève et on en teste d'autres. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de recette magique. Prenez vraiment le temps d'expérimenter, de voir ce qui vous plaît, de voir ce qui vous convient, de voir ce qui fonctionne dans votre équipe. Et ce qui est vrai aujourd'hui ne sera peut-être pas vrai demain. Et en soi, ce n'est pas grave en fait. Le plus important, c'est toujours de communiquer, d'être dans cette envie de partager, de grandir ensemble et de continuer à apprendre. Voilà, merci à tous et à tous. Et je crois qu'on n'est pas trop mal pour les pizzas en délai. Est-ce que vous avez des questions déjà?
transmettre. Ouais. Tu pourras les répéter du coup. Ouais, pour pas de l'enfant. souci. Là, vous travaillez du coup que comme ça, uniquement comme ça, ou il y a des périodes où vous travaillez, où vous codez individuellement? Alors c'est extrêmement rare qu'on soit seul. Ça peut nous arriver notamment le lundi matin, on a un temps qu'on appelle slack time, donc c'est un temps pour expérimenter, etc. Et là on peut par exemple tester de notre côté une petite librairie, un nouveau framework, peu importe. L'idée c'est que ce soit un temps pour soi. Et c'est important aussi parce que vu qu'on est tout le temps ensemble, sinon on aurait cette frustration, je pense, de ne pas pouvoir tester par soi-même. Après, c'est un temps où chacun fait ce qu'il veut, mais voilà, on temps on est seul, par exemple. Du coup, j'ai une deuxième question. Si on admet une équipe qui ferait pas ça à temps plein, comment on pourrait associer le côté mob programming et développement individuel où en fait on va bosser un peu chacun sur une partie du projet? Enfin, pour moi, je comprends le côté on fait que ça, et je vois pas comment on peut l'associer avec des moments où on va bosser individuellement sur le projet, quoi. Bonne question. Du coup, il faut que je répète la question. Je pense qu'en Ouais. en répondant et en faisant référence notamment à ta conf DevOps, je pense que ça pourrait. Ok. Du coup, par exemple, j'en parlais avec une équipe qui font ça. Par exemple, ils vont se dire pendant 2 jours on mob et après on repart à un cycle. Le plus important, c'est de convenir en tout cas d'un temps ensemble. Ça peut être sur une plage, mais aussi tout simplement l'heure d'arrivée, l'heure de départ. Parce que parfois on a des rythmes de vie qui sont différents. Et le fait qu'on soit en software teaming, forcément, ça va impliquer qu'on commence à la même heure et qu'on finisse finalement à peu près à la même heure. Donc ça implique des contraintes qu'il faut bien verbaliser avant et que tout le monde soit d'accord avec ça. Après, ça peut être vraiment des temps très courts aussi. Hein. C'est pas gênant d'être à plusieurs pendant 1 heure et après vous faites autre chose ou en fonction de la tâche que vous avez à faire. Enfin voilà, je pense qu'il n'y a pas de bonne réponse, mais je sais qu'une équipe, ils ont un temps qu'ils appellent apprentissage. Et du coup, là, systématiquement, c'est en mob. Mais le reste du temps, ils sont tout seuls. Donc, il y a plein de formules différentes. Du coup, j'ai aussi une question très rapide. La première, c'est jusqu'à combien vous pouvez monter dans votre entreprise en software teaming? Combien de devs ou autres peuvent travailler ensemble au maximum? Et la deuxième chose, c'est que j'ai l'impression que beaucoup de ce qui a été présenté, ça marche aussi en pair programming. J'aimerais bien savoir du coup, qu'est-ce que software teaming il apporte de plus que pair programming? Est-ce qu'il y a vraiment une différence ou un ou deux arguments que je pourrais amener pour dire oui, on fait du pair programming, c'est chouette, mais le software teaming apporterait vraiment quelque chose en plus? Ok. Du coup, ce que tu vas voir en software teaming que tu n'auras pas en pair programming, c'est beaucoup plus de richesse dans les débats. C'est-à-dire que là où en pair, tu vas pouvoir avoir une conversation en software teaming, tu auras plus de diversité et du coup, naturellement, tu auras plus de différences d'opinion, tu auras plus de créativité et du coup, tu vas pouvoir aller plus loin Enfin, plus loin, je m'entends. Oui, tu vas avoir plus de diversité que ce que tu auras en pair programming. Donc ça, c'est intéressant. Et tu auras aussi plus de paires de jeu pour la code review. Donc tu as aussi moins de chances de louper quelque chose. Tu vas avoir une connaissance partagée qui va être beaucoup plus accrue, puisque du coup, on va être plus nombreux ou nombreuses à passer sur cette partie du code. Donc ça, c'est les principaux arguments là-dessus. C'est d'autant plus vrai quand tu as un problème un peu complexe, algorithmique ou quoi que ce soit. Le fait d'être à plus de 2, tu vas pouvoir plus penser aux petits cas, etc. Donc ça peut être plus intéressant. Et pour ta première question... Ouais, c'est ça. Alors nous, dans l'équipe, on est 6 développeurs et développeuses, donc on ne peut pas aller au-delà de 6 développeurs, développeuses. Et même quand on n'est jamais allé au-delà de 6, parce que après, c'était pas finalement adapté à nos pratiques. Théoriquement, tu peux le faire à autant que tu veux. Pour nous, en général, on est plutôt en configuration 4-2 ou 3-3. Et on est vraiment tous ensemble quand on a des décisions architecturales, des décisions de modèle métier, où là, c'est bien d'avoir une connaissance partagée par tout le monde. Mais voilà, du coup, on s'adapte un peu. Je sais pas si ça répond à toute ta question.
trop bien. Merci à toi. J'espère qu'elle n'a pas été polie, je me suis fait absenter. J'ai plein de questions parce que les gens n'en posaient qu'une seule. Moi, ça fait 25 ans que je fais du dev. Je suis tout jeune, mais on ne dirait pas comme ça. Et je rêve d'avoir connu ne serait-ce que du père ou du software teaming, ce qu'on j'appelais Bob. J'ai jamais connu. Et voir toi qui as connu ça, c'était ta première expérience. Tu étais très bien où tu es. Demain, est-ce que c'est un critère essentiel si tu devais changer de boîte en disant si c'est pas du software teaming, j'y vais pas? Est-ce que tu serais capable d'aller dans une boîte où de nouveau tu dois être toute seule derrière ton clavier, gérer tes tickets, faire tes PR, etc. L'anti-pattern de ce que tu fais à l'heure actuelle? Bah, après, faut tester. Non, plus sérieusement, je pense que ça serait compliqué pour moi, à minima, de ne pas avoir du pair. Je sais que le software teaming, le mob, c'est assez exotique, entre guillemets, atypique dans notre écosystème, donc ce serait difficile de trouver une entreprise qui fait ça à plein temps. Mais à minima, du pair, ouais, ce serait un critère pour moi, ça c'est certain. Mais au-delà de ça, pour moi, coder sans des tests, c'est quelque chose que j'ai jamais fait non plus, et ça m'apporte vraiment beaucoup de confiance et de sérénité, notamment quand, au début, le fait de refactorer, c'était une tâche qui me stressait un petit peu, mais le fait d'avoir des tests, ça me donnait confiance, et je pense que ce serait aussi un critère, finalement, si je devais changer. On continue la discussion autour de la pizza. Bah, merci à toutes et à tous.